Voilà, vous êtes diffusé sur Facebook. Je me représente à nouveau. Donc, je suis Maxime Boiti et je suis entrepreneur et passionné d'Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à la deuxième journée de notre programme Spring Pharmacopée. Nous avons le plaisir de recevoir de belles personnes toujours, notamment la personne du docteur Karl, de Fofana, du docteur Sirexio, et toutes les autres personnes sont mes chers compagnons de route que vous avez l'habitude de voir. Donc, on était en train de faire une petite discussion en aparté avant d'introduire avec le docteur Karl, qui va finir son propos sur pourquoi on ne pouvait pas faire, quelle est l'importance d'avoir une pharmacie, ou bien en tout cas une industrie pharmaceutique en Afrique. Je vous laisse continuer. Ok, merci Massim. Du Peut-être coup, juste une petite présentation avant de commencer. Ouais, c'est vrai, totalement. Donc, du coup, moi, je me présente. Je suis Karl Oumenou. Je suis pharmacien spécialisé en santé publique et en économie de la santé. Je travaille au CHMP, Centre humanitaire des métiers de la pharmacie. Nous avons un laboratoire de contrôle de qualité des médicaments. Donc, ce laboratoire est reconnu par l'Organisation mondiale de la santé et du coup, nous recevons des échantillons d'un peu partout que nous contrôlons et nous partageons les résultats avec nos partenaires qui donc peuvent importer et introduire ces produits à la commercialisation et à leur utilisation. En parallèle, je suis aussi responsable d'un pôle, c'est le pôle expertise et formation. Et du coup, nous menons des missions d'appui au renforcement des systèmes pharmaceutiques avec pour objet d'accéder, de garantir l'accès aux médicaments de qualité à tous et surtout en Afrique. Donc, je disais tout à l'heure qu'il était effectivement très important que nous ayons en tête la notion de développer des industries pharmaceutiques en Afrique, tout simplement parce que la crise que nous vivons actuellement, la pandémie du coronavirus, nous met à l'épreuve et donc on se rend compte que même les pays développés, on prend le cas de la France, on prend le cas de l'Europe, qui à un moment donné ont délocalisé la fabrication d'un certain nombre de produits, se sont retrouvés aujourd'hui confrontés à l'interdiction d'exportation de ces produits dans les pays où la délocalisation a été faite. C'est-à-dire, vous avez la Chine, vous avez l'Inde aujourd'hui qui sont également confrontés au coronavirus et qui, du fait de la sûreté nationale, de la protection de leur population, a décidé de ne pas exporter un certain nombre de produits, lesquels sont utilisés un peu partout. Je prends par exemple l'exemple des curares qui sont utilisés pour la réanimation des personnes qui sont hospitalisées dans le cadre du coronavirus. Ceci pour dire que l'Afrique aujourd'hui importe plus de 80%, voire 90% des produits qui sont utilisés. Donc, nous importons la quasi-totalité des médicaments ou produits de santé que nous utilisons. Et donc, vous pouvez facilement comprendre qu'en temps de fermeture de l'espace aérien, en temps de protectionnisme des pays auprès desquels on s'approvisionne le plus, eh bien, on aura des difficultés d'approvisionnement, même si nous avons les fonds. Donc, il serait très important de penser au développement des industries pharmaceutiques en Afrique, c'est-à-dire trouver une solution locale pour ces genres de problèmes qui peuvent survenir. Et j'aimerais juste rajouter que la mondialisation et le fait que nous sommes de plus en plus appelés à empiéter sur les pas de la nature feront que nous aurons malheureusement de plus en plus à faire face à ces genres de situations, de crise sanitaire à l'international. Voilà. Bon.
Merci, docteur, mais ce n'est pas très rassurant tout ça. Si on doit... Merci pour le développement, c'était vraiment assez bien et très compréhensible pour tout le monde de ce qui se passe en Afrique et de la dépendance, notamment de l'industrie pharmaceutique. C'est un peu dans l'esprit de ce talk, de ce programme, que nous essayons d'avoir une réflexion collective. Aujourd'hui, nous sommes au deuxième jour de ce sprint. Et le deuxième jour du sprint consiste à essayer de trouver des solutions aux questions qu'on s'était posées hier. Il y a eu beaucoup de contributions. Et dans ces contributions-là, on a essayé de synthétiser pour, euh, pour, euh, pour pouvoir se concentrer sur un certain nombre de choses. Ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vais vous montrer les post-it des différentes contributions que j'ai fait une synthèse et n'hésitez pas à développer. L'objectif aujourd'hui, c'est qu'on va avoir 7 catégories de réponses sur lesquelles on va discuter, mais à la fin, il faudrait qu'on décide de 3 ou 4 qu'on va transformer sous forme d'initiatives sur lesquelles on va beaucoup travailler, beaucoup réfléchir pour arriver sur des solutions qui sont concrètes. D'accord? Donc, je vais partager mon écran pour... c'est pas exactement ce que je veux. C'est pas le Facebook que je voulais vous montrer. Hein. Vous voyez, c'est pas ça que je vais vous montrer. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai un peu mal fait. Je sais pas si vous voyez. Vous voyez mon écran? Oui, 5 sur 5. Alors, j'essaie de bouger un tout petit peu. Et je crois que je vais chercher une page complètement blanche pour revenir sur, excusez-moi, c'est pas ça. Mon écran il bouge un peu trop, désolé. Je vais juste faire un petit truc comme ça. J'ai une bloc-notes. Et dans mon bloc-notes, je vais rajouter mes lignes. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Est-ce que vous voyez mon écran? 5 sur 5. D'accord, super. Donc, je vais juste reclasser mes problèmes. On s'était posé un certain nombre de problèmes et on a essayé ensemble de réfléchir. Le premier problème, c'était la problématique sur la transmission. Ce qui est ressorti de façon globale, c'était qu'il fallait absolument qu'il y ait des traces écrites. Certaines personnes pensent qu'il faut un registre, former les gens, partager entre les anciens et les nouveaux. Je vais revenir dans le talk pour que je vais arrêter 2 secondes le partage. Ou bien, est-ce que quelqu'un d'entre vous voudrait développer un peu plus sur cette partie-là? Sur la partie transmission. Docteur Kalito Bonjour, ou docteur Siricho, oui. bonjour à tous, c'est Docteur Serritio. Moi, je pense que ce point-là, en tout cas, ça fait partie d'un des points que j'ai personnellement soulevé. Et je trouve qu'il est primordial, en fait. Il faut qu'on fasse un certain recensement des plantes connues, des vertus, avoir un certain registre, avoir une certaine, comme on dirait de nos jours, une data, en fait, des données qu'on pourra exploiter après. Et effectivement, la transmission, je pense, à mon sens, ne pourrait se faire qu'à partir de là, puisque ce ne sera plus de la transmission orale qu'on avait l'habitude de faire. Ce sera démystifié parce que parfois aussi, le problème, c'est que les guérisseurs mystifient beaucoup de choses qui font qu'on a du mal à les transmettre, alors que c'est juste des vertus peut-être scientifiques qui pourraient justement, en étant être mis par écrit, et de ce point-là, être accessible à un plus grand public qui pourra approcher cela, se former et de nouveau transmettre. Je pense que ce point-là, à mon sens, est vraiment primordial. D'accord. Est-ce que quelqu'un
quelque chose à rajouter? Effectivement, merci beaucoup, Dr. Sirichio. Moi, j'aimerais peut-être compléter en disant que nous gagnerons dans nos pays à valoriser la médecine traditionnelle. La médecine traditionnelle, soit par l'usage des plantes, soit par l'usage d'un certain nombre d'éléments que nous connaissons, parce que plus de 80% des habitants en Afrique font recours à la médecine traditionnelle. Ce n'est pas un secret de polichinelle. Et donc, nous gagnerons à authentifier cela, à l'inclure même dans le cursus de formation, de transfert de connaissances, soit à l'université ou je prends l'exemple de la pharmacie, par exemple. Les étudiants en pharmacie, on a une branche qui est dédiée à l'apprentissage des plantes, qu'on appelle la pharmacognosie. Malheureusement, les plantes dont on nous fait écho sont essentiellement des plantes venant d'ailleurs. C'est-à-dire que quand moi j'ai fait mes cours en pharmacognosie, il y avait effectivement très peu de gamme de plantes utilisées en Afrique qui étaient enseignées. Ceci dit, nous gagnerons à investir dans le transfert des connaissances, passer de la culture de transmission orale à la culture écrite, mais ne pas uniquement se concentrer que sur ça, mais trouver une façon de le rendre périn pour que cela puisse intéresser des jeunes afin que des jeunes puissent s'initier facilement. Donc, c'est cet aspect-là que je voulais rajouter à ce qui vient d'être. D'accord. Il y a un autre aspect, la deuxième problématique qui avait été soulevée, c'est la problématique de la recherche. Ça a été dit qu'il faudrait peut-être qu'il y ait des protocoles qui soient plus formalisés, qui soient plus écrits, qui soient pour faire une mise à jour de la pharmacopée africaine. Est-ce que c'est des points de vue que vous partagez? Bon, moi, personnellement, je trouve que c'est indispensable. Il y a réellement beaucoup de personnes qui, depuis, on va dire, une bonne cinquantaine d'années, des éminents professeurs hein, qui sont dans nos facultés en Afrique. Il y en a certains qui sont dans nos facultés ici en France aussi, qui collaborent avec leurs homologues. Et ces différents travaux ont quand même abouti à un certain nombre de produits qu'on appelle plantes traditionnelles améliorées, qui sont aujourd'hui commercialisées dans nos pays. Et donc, ceci vient du fait qu'il y a eu un travail effectivement de recensement de ces produits-là. Mais comme je viens de le dire, ce n'est pas quelque chose de périn. C'est-à-dire, vous avez dans une génération, vous allez avoir peut-être 2 ou 3 scientifiques ou 5 au grand max qui vont se concentrer sur les plantes traditionnelles. Et donc, dès lors qu'il n'y a pas une masse critique de personnes qui vont s'y intéresser, le travail intellectuel que revêt la recherche, la cartographie, parce que la pharmacopée traditionnelle réside en quoi? À l'élaboration des monographies des différentes plantes qui auront été identifiées. Et la rédaction de la monographie d'une plante demande de connaître la plante de bout en bout. Donc, cela demande de ramener cette plante-là dans un laboratoire pour l'analyser de bout en bout afin de pouvoir générer une monographie en bonne et due forme. Et donc, il faudrait arriver à former une masse critique de personnes et afin qu'elles puissent s'y intéresser pour qu'on en arrive à cela. Qu'à cela n'en tienne, il y a un prérequis. Le prérequis serait, à mon avis, tout simplement déjà d'identifier des plantes
qu'on aurait suspecté d'avoir des vertus thérapeutiques. Et le simple fait déjà d'avoir une cartographie de cela peut, à long terme, en le couplant avec ce que je viens de dire, motiver la jeunesse pour qu'elle puisse s'y intéresser, permettra de disposer des monographies fiables et de les actualiser au fur et à mesure. Je donne juste un exemple. Chaque pays dispose d'une liste nationale des médicaments essentiels. Et l'Organisation mondiale de la santé demande que chaque pays actualise chaque 2 années cette liste nationale des médicaments essentiels. Pourquoi est-ce que nous, on n'aurait pas notre liste nationale de plantes traditionnelles à vertu thérapeutique que l'on pourrait actualiser selon des chronogrammes bien définis? Mais ceci demandera du travail, ceci demandera qu'on s'y intéresse et il faudrait qu'on en arrive à ça. Très bien. Bah, cela nous amène sur notre troisième et quatrième point. Le troisième point, donc, c'est la problématique concernant l'organisation de la filière et des acteurs. Et le quatrième point, c'est pour mélanger les deux, en fait, ça rejoint un peu ce que vous avez dit, c'est un peu comment est-ce qu'on digitalise tout cela pour pouvoir cartographier, pour pouvoir faire un registre et pour pouvoir garder des traces. Donc, organisation et digitalisation. Comment vous voyez ça? Je ne sais pas s'il y a quelqu'un, Fofana, est-ce que tu veux prendre la parole? Allô, tu m'entends? Allô? Allô? Oui, on vous reçoit maintenant. Sinon, on m'a eu. Ah ouais, je disais qu'on avait parlé de la cartographier et répertorier. Ce qui rejoint les deux points suivants qui sont l'organisation de la filière et la digitalisation. Est-ce que vous pouvez développer un peu plus sur ces deux aspects-là? Organiser les acteurs de la filière et digitaliser. D'accord. Est-ce qu'on entend? Est-ce que tu m'entends? Bah, je vais reprendre un peu la synthèse de ce qui a été mis comme contribution pour l'organisation des filières. C'est d'abord ça suit un peu ce qu'on avait dit par rapport à la recherche, c'est d'avoir une sorte de registre et de cartographier. Donc là, on est allé un cran plus loin, on parle de pouvoir certifier, organiser, certifier les acteurs, les connaissances, pour pouvoir les répertorier et les sauvegarder de façon digitale, pour pouvoir les transmettre. En plus ça, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui veut… on n'entend pas bien Madame Fofana, donc s'il y a quelqu'un qui veut intervenir sur ces deux thématiques-là, c'est-à-dire organisation des filières, organisation des acteurs terrain et digitalisation. Ok, je vous laisse la parole. Non, allez-y, s'il vous plaît. Allez-y. Ah, d'accord. Alors, au niveau de la filière, on a parlé d'organisation. Je pense que c'est le premier élément, après tout ce qu'on a dit bien avant, c'est l'un des éléments primordiaux. Parce que les différents acteurs de ce secteur-là chacun travaille de façon individuelle. L'organisation va permettre à chacun d'entre eux de mettre en avant leur savoir-faire. Le problème au niveau de la médecine traditionnelle, c'est que un praticien, par exemple, vous propose un médicament et ce médicament-là, il vous dit qu'il soigne tout. Ce qui manque de crédibilité un peu dans le domaine, c'est qu'il n'y a pas de spécialisation. Il faut dire que moi, dans mon domaine, voilà ce que pour qu'on ait encore plus cette confiance-là
voilà, véritablement ce que je maîtrise en termes de soins et tout. Quand c'est comme ça, les gens, ils ont plus confiance. Mais tu viens voir, comment dire, un praticien, il te dit qu'il soigne tout type de maladie. Là, il y a un problème de crédibilité. Les gens, c'est ce qui retient encore plus les personnes à faire confiance à 100% aux praticiens. Et dans l'organisation, ça va comme l'organisation va permettre à ces différents praticiens, peut-être par région, par ville, voilà, de se connaître. C'est ça. Mais je ne sais pas comment parler. Allô? Oui, allô, ouais. Je t'écoute. Voilà, de se connaître. Et maintenant, je veux dire, à ce niveau, ici en Côte d'Ivoire, en tout cas, il y a un chemin, il y a des actions qui sont menées en ce sens-là. Je pense qu'avec le ministère même de la Santé, ils ont mis un programme national de promotion de médecine traditionnelle en place qui a permis de recenser dans différentes régions les différents praticiens qu'ils essaient d'accompagner. Et aussi, ce qu'on leur demande le plus, c'est de pouvoir se spécialiser. De pouvoir se spécialiser, dire que voilà, dans le domaine, c'est que je maîtrise. Et quand c'est comme ça, il y a plus de confiance et il y a plus de crédibilité. Voilà, c'est ce que j'avais à ajouter. Est-ce que la difficulté, c'est pas de dire comment on spécialise quelqu'un qui dit qu'il sait tout faire? Ça, ils le font par des formations. Ils participent à des formations avec des professeurs d'université également, voilà, qui leur permettent d'avoir une vision plus large, comment s'orienter à travers ce qu'ils font. D'accord, très bien. Et sur la partie digitalisation et le fait de pouvoir centraliser les savoirs, comment ça se passe en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'on a un répertoire, quelque chose qui est en ligne, même si ce n'est pas en ligne, on a une référence, un document qui recense les gens, toutes les plantes? Pour permettre aux gens de prendre connaissance de certaines recherches. Oui. Oui, je pense qu'il y a un centre, je n'ai pas le nom totalement. D'accord. Recherches qui sont faites, mais vu que le domaine n'est pas valorisé, tout est délaissé, hein, tout est délaissé, il y a vraiment pas d'engouement, on s'y intéresse pas à 100%. Sinon, je sais qu'il y a certains chercheurs herboristes qui ont élaboré des documents sur les recherches qu'ils ont dû effectuer. Même quand on va plus au Burkina et au Bénin, ils sont plus organisés là-bas. Burkina, Bénin, ils sont très, très organisés en termes de documentation sur ce qu'ils font, en termes de recherche. Et je sais même qu'ils sont accompagnés. Et le Burkina, en ce moment, c'est le premier pays qui a réussi, en tout cas, à mettre un peu en avant tout ce qui est médecine, promotion de médecine traditionnelle. Et même ceux qui sont ici vont par moment faire certifier leurs produits au Burkina. Ah bah donc, ça va. D'accord. Bah, donc ça, c'est très bien. Et, je vais parler ensuite des problématiques qui sont… Bon, finalement, ça tombe bien, on parlait de la promotion de la reconnaissance. Comment est-ce que c'est quoi les actions qu'il faut mener pour qu'il y ait une reconnaissance de cette médecine-là? Et puis aussi, comment est-ce qu'on peut promouvoir ça auprès de la population les plus jeunes? En plus de ce que vous venez de dire. Ce qu'on fait généralement ici avec le programme national qui a été mis en place, ils organisent, c'était chaque 2 mois, des foires dans différentes zones, dans différents départements. Et comme je dis, il y a un certain nombre de personnes, de praticiens qui ont été sélectionnés. Voilà, par la bonne présentation des produits, la crédibilité, voilà. Et puis, qui sont soumis aussi à des analyses avant la mise en vente sur le marché. Ce ne sont pas des analyses approfondies, mais des analyses de base. Par derrière, après, maintenant, c'est des financements qu'il leur faut pour pouvoir faire des certifications et tout. Mais avec les analyses de base, ils ont l'autorisation avec le ministère de la Santé de commercialiser ces produits-là. D'accord. Donc, le ministère de la Santé donne des
d'autorisation pour pratiquer, pour vendre leurs produits, c'est ça? Oui, le programme, je pense que ça fait un bon moment que le programme est mis en place. Ils essaient de les accompagner avec voilà, comme ils peuvent. Ok, très bien. Karl, est-ce que tu veux intervenir sur cette thématique de la reconnaissance de la promotion? Oui, volontiers. C'est un aspect que j'aborde souvent dans mes missions. Il faut dire que dans la notion de praticien et de médecine traditionnelle, il y a un mélange de beaucoup de choses, vous savez. Il y a un mélange de sciences endogènes utilisées pour soigner. Il y a aussi l'utilisation des plantes. Il y a l'utilisation des animaux. Il y a l'utilisation des minéraux. Donc, il y a l'utilisation d'un certain nombre d'éléments pour permettre aux gens soit d'être de bonne santé ou de se sentir ôté d'un mauvais sort. Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous prenez, quand on vous parle des tradis praticiens, c'est un mélange de beaucoup de choses. Il faudrait dans un premier temps structurer un peu tout ça et appeler un chat, c'est-à-dire que donner des noms très spécifiques à chaque catégorie. Vous voyez, c'est un peu comme la médecine. Après, vous vous spécialisez, soit vous êtes médecin gériatre, ou vous êtes allergologue, ainsi de suite. Donc, vous avez des spécialités. Ensuite, vous avez des médecins généralistes. Donc, vous avez des tradis praticiens qui utilisent un ensemble de sciences, y compris les plantes, pour soigner. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire pour les valoriser? Comme ma sœur Fofana vient de le dire, il y a un certain nombre de pays qui ont fait l'effort de structurer les acteurs qui sont appelés sous l'étiquette de tradis praticiens. Et donc, ceci, dans un premier temps, permet de pouvoir les distinguer et savoir quel type d'appui, quel type de valorisation apporter à chaque catégorie, d'une part. Deuxièmement, il fut un temps, l'Organisation mondiale de la santé reconnaissait ces pratiques comme des pratiques parallèles à la médecine moderne. Et de mémoire, c'est la médecine moderne qui a été, au lendemain des indépendances, institutionnalisée dans nos pays. Donc, il y avait une sorte de parallélisme entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne. En 2009, l'OMS et tout le monde s'est rendu compte que les gens font un parcours vers la médecine traditionnelle avant de se retrouver au niveau de la médecine moderne. Et pour un certain nombre de pathologies, les patients nous arrivent parfois très tardivement, dans des situations critiques. Et donc, pour pouvoir améliorer les taux de mortalité ou autres, l'OMS a décidé de tenir compte de la médecine traditionnelle. Et donc, c'est désormais des acteurs de notre système de santé. Aujourd'hui, ce sont des acteurs qui font partie intégrante de notre système de santé et dans la quasi-totalité des pays d'Afrique. Maintenant, le rôle qu'on leur accorde aujourd'hui dans le système de santé est un simple rôle de servir de relais. C'est-à-dire, on leur dit, quand une personne vient vers vous et que vous détectez que c'est une pathologie telle que, par exemple, le VIH-Sida ou la tuberculose ou autre, vous les référez directement vers le système de santé moderne. Ça veut dire qu'aujourd'hui, l'exemple palpable, effectivement, c'est le Bénin et le Burkina. Mais la Côte d'Ivoire aussi, je vais rajouter, c'est-à-dire que tous les pays de l'Afrique de l'Ouest aujourd'hui et même au niveau de l'Afrique de l'Est, c'est déjà des acteurs qui sont intégrés dans le système. Maintenant, c'est comment mieux valoriser ce qu'ils font.
Vous prenez la médecine chinoise ne sert pas de relais à la médecine moderne. La médecine chinoise, c'est la médecine chinoise, elle est utilisée en parallèle à la médecine moderne. Donc, c'est comment faire pour que nos tradis praticiens puissent exercer leur métier et que ce soit reconnu non pas comme un relais du système, mais des acteurs à part entière du système. Et ceci dit, il faudra structurer le modèle. On devient médecin en ayant validé un certain nombre de modules pendant des années définies. On devrait en faire autant pour la médecine traditionnelle. On devrait voir comment est-ce que le passage de témoin se fait d'un vieillard à un jeune et documenter les modules transférés pour les concevoir finalement comme une science entièrement, en fait. Et donc, bien sûr, la digitalisation a son rôle parce qu'aujourd'hui, la digitalisation nous simplifie la vie. La digitalisation permettra de faire un point exhaustif des tradis praticiens qui existent chez nous. Ça permettra de les former via un système digital. Ça, tout ce que on utilise la digitalisation pour faire aujourd'hui dans la médecine moderne, on peut proposer ça pour la médecine traditionnelle. Voilà. D'accord, c'est bien. Il y a il y a un dernier sujet que je lis en même temps. En fait, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la réglementation, que je pense que vous avez déjà abordé un tout petit peu. Est-ce qu'il faudrait comment mettre un cadre réglementaire ou existe-t-il déjà un cadre réglementaire dans différents pays d'Afrique? Et puis, comment avoir le soutien ou comment engager les acteurs publics dans cette problématique de la pharmacopée? Donc, les deux points, c'est faut-il avoir une réglementation? Existe-t-il une réglementation et comment la faire? Deuxièmement, c'est comment on engage les acteurs publics? Est-ce qu'ils soutiennent déjà et comment est-ce qu'on les amène à soutenir les initiatives? OK. Oui, il existe un cadre réglementaire. Il existe un cadre réglementaire pharmaceutique dans tous nos pays, assez calqué essentiellement sur le cadre réglementaire des pays. Il y a un certain nombre de pays qu'on appelle pays ICH. Ce sont des pays à haute réglementation pharmaceutique. On peut citer l'Europe, on peut citer les États-Unis, on peut citer le Japon, le Canada. Et donc, nos systèmes réglementaires sont calqués sur ces systèmes-là. Et il faut dire que ce système aujourd'hui requiert un certain nombre d'orthodoxies en termes de recherche pharmaceutique. C'est-à-dire qu'il y a une étape entre la découverte des vertus thérapeutiques d'une plante et son acceptation par l'autorité de réglementation pour être commercialisée dans le pays. Déjà, il vous faut du travail au laboratoire pour identifier qu'une plante et quelle partie essentiellement de la plante a des vertus thérapeutiques et lesquelles. Passé cette étape, il y a une phase clinique où on prend des animaux, très souvent, qui ont des métabolismes ou qui ont une structuration proche des nôtres pour expérimenter ces produits-là et identifier la toxicité. Est-ce que ces produits sont toxiques ou pas? Et quelle est la dose maximum à ne pas dépasser pour ne pas entraîner des problèmes chez nous? Donc, il y a cette phase qui doit être faite. Dès lors que cette phase est faite et qu'elle est concluante, maintenant, on passe à la phase clinique auprès de l'homme pour voir est-ce que ce produit a les propriétés thérapeutiques auprès de l'homme et quelle est la dose maximum qu'on peut lui administrer. Et donc, c'est passé tout ce cap-là que
ce dossier constitué, vous allez voir l'autorité de réglementation pharmaceutique du pays pour lui dire, je viens déposer mon dossier, analysez-le et donnez-moi l'autorisation. Et donc, l'autorité fait son travail et dit, ce produit-là, il est bon, il peut être commercial. Le problème que nous avons avec les plantes médicinales chez nous, c'est que nous n'avons pas les moyens de mettre en œuvre toute cette étape-là requise et qui est mise en place par nos autorités. Ceci dit, il faut un effort de notre part, c'est-à-dire nous qui faisons la promotion de la médecine traditionnelle pour les accompagner de façon à ce que cette phase de recherche clinique puisse être mise en œuvre et dans le respect des règles, mais en parallèle, voir avec nos autorités de réglementation comment assouplir les procédures parce qu'on est obligé de faire avec les moyens de bord. Il est vrai qu'il n'y a pas de science à moitié, mais nous sommes obligés à un moment donné de voir comment contextualiser et ne pas maintenir les mêmes orthodoxies que ce qui est maintenu dans des pays à forte réglementation ou dans des pays qui n'ont pas les mêmes réalités que nous, pour tout simplement permettre de pouvoir utiliser, c'est-à-dire accompagner les tradipraticiens ou les herboristes à déposer leur dossier de demande d'autorisation de mise sur le marché et les accompagner jusqu'à obtention de cela. Maintenant, l'engagement des États. Je pense que les États sont engagés. Il n'y a pas un État qui aura une possibilité facile d'utiliser des plantes et va rechigner là-dessus. Je pense que la crainte de nos États, c'est la crainte que nous aussi ici, nous sommes en train d'évoquer, c'est le produit, il est bon, ok, mais est-ce que tous les étapes qui doivent être mises en œuvre pour aboutir à un produit qui est susceptible d'être mis sur le marché sont respectées? Parce que si ce n'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? Des personnes vont prendre ces produits-là et s'il y a un problème, on va dire que c'est l'État qui a donné l'autorisation de mise sur le marché. Donc, c'est la crainte principale de nos États. Sinon, les États, vous savez, dans l'agenda 2063 de l'Union africaine, tous les États se sont engagés à Niamey pour pouvoir renforcer la production pharmaceutique en Afrique. Et tout le monde est conscient qu'on ne peut pas renforcer la production pharmaceutique en Afrique tout en négligeant nos plantes, notre pharmacopée traditionnelle. Maintenant, en quelques mots, comment est-ce que les solliciter davantage? Moi, je pense qu'il faut continuer à faire le plaidoyer. Nous ne devons pas nous arrêter. Il faudrait tout le temps en parler, faire le plaidoyer et surtout utiliser des périodes telles que la période que nous vivons actuellement du coronavirus qui montre que si nous n'apportons pas une solution locale pour les problèmes, nous ne pourrons jamais nous en sortir. Et ceci dit, c'est le moment ou jamais pour accentuer les plaidoyers afin que nos États puissent s'engager davantage dans le financement de la recherche au niveau des plantes et dans leur accompagnement pour la mise sur le marché des plantes traditionnelles. Et on a déjà des cas. Au Burkina, vous avez des plantes déjà qui sont commercialisées et utilisées pour lutter contre la drépanocytose, par exemple, et plein d'autres produits. Et c'est aussi le cas au Bénin. Bon. En tout cas, merci beaucoup, docteur. Merci pour cette intervention, elle est assez claire. On a le plaisir d'accueillir aussi le professeur Avoni et Madame Bentouara. Je ne sais pas si si le professeur est prêt à intervenir. Je pense que votre micro est coupé. Bonjour. Bonjour.
Bonjour, c'est Madame Ventura. Je suis PhD en biotechnologie. Je me spécialise en aromathérapie et je suis aussi formatrice en aromathérapie chez une firme française, franco-algérienne en fait. Je suis de l'Algérie. Là, je suis algérienne de nationalité et je suis enseignante à l'université également. Voilà. Donc, je travaille surtout avec les huiles essentielles. Donc, pratiquement, c'est les huiles essentielles. D'ailleurs, ma thèse se concentre sur l'utilisation des huiles Mais essentielles c'est mieux, c'est d'une conseillé espèce de menthe. d'utiliser. Pardon? Allez-y, allez-y. Oui. Donc, je vous ai dit que mon travail se concentre sur l'étude des huiles essentielles de plante, donc qui est au fait la menthe, c'est une espèce de menthe. Voilà. Voilà. Puis je suis en train de faire une variabilité donc des huiles essentielles en fonction de la localisation géographique. Donc j'ai fait une récolte dans 3 régions différentes. Et là, je suis en train de tester la variabilité vis-à-vis donc de ces huiles essentielles. Puis en contrepartie, je suis en train de faire des CGMS pour voir la composition chimique de cette huile essentielle. Au fait pour justement montrer, c'est-à-dire les effets thérapeutiques c'est-à-dire que les effets thérapeutiques sont dus au fait c'est-à-dire quel est le principe actif qui est à la base de ces c'est-à-dire activités biologiques. Donc je suis en train de faire des tests in vivo et des tests in vitro. D'accord. Allô, voilà. On vous entend très bien. On vous entend très bien. Oui. On l'entend très bien. Mais en tout Donc, cas, si vous avez des questions, c'est-à-dire par rapport à tout ce qui est voilà. huile essentielle, chémotypage et tout, je suis là pour répondre. En fait, on voulait vous demander chez vous en Algérie, est-ce que la recherche, par exemple, celle que vous faites, est-ce qu'elle est bien valorisée par l'État? Est-ce que les gens ont confiance en tout ce qui provient des huiles essentielles et des plantes? Est-ce que c'est quelque chose qui est facilement... Oui, côté expérimentation au niveau c'est-à-dire des laboratoires universitaires, donc ça marche très bien parce qu'on est en train de faire beaucoup de recherches, des activités in vitro d'abord, puis des activités in vivo, c'est-à-dire pour tester l'effet biologique. Voilà, puis s'il s'agit maintenant d'huile essentielle, on voudrait montrer, c'est-à-dire l'effet au fait est dû à quel principe actif de cette huile essentielle. Parce que là, le chémotypage de l'huile essentielle est très important pour cibler l'effet thérapeutique. Et on sait très bien que l'huile essentielle, c'est-à-dire pour une même plante, on a plusieurs chémotypes. Donc, si on parle de plusieurs chémotypes, donc c'est plusieurs effets thérapeutiques. Donc, chez la même huile essentielle de la même plante. Donc, je pense que ça marche très, très bien au niveau de nos laboratoires parce qu'on a fait beaucoup de recherches dans ce sens. Donc, des activités anti-inflammatoires, la toxicité, on a fait l'effet anti-cancer, on a fait aussi les activités biologiques en général. Mais côté, c'est-à-dire maintenant population, vous savez que nous, on n'a pas la culture des plantes. C'est ça le problème. On a beaucoup, oui, on n'a pas du tout la culture. C'est-à-dire que c'est maintenant que ça commence c'est-à-dire à être importé et à vraiment la prendre en charge. Mais en réalité, la culture, elle n'y est pas. Très bien. Ah, d'accord. Voilà. C'est des gens qui... Donc, Mais oui, on a beaucoup de personnes qui sont herboristes et tout, mais c'est des gens c'est-à-dire des personnes qui ne sont pas spécialisées. Et comme vous le savez, c'est-à-dire administrer ou conseiller, par exemple, une plante à une personne, ce n'est pas évident. Parce qu'on peut être en présence d'une personne qui a déjà des antécédents médicaux, peut-être elle est diabétique, peut-être elle est, c'est-à-dire hypertendue et tout. Donc, si on connaît pas, c'est-à-dire l'historique de cette personne-là, on risque donc de porter atteinte par rapport à l'utilisation de cette plante qui, à la base, elle peut être toxique. Voilà. Juste une dernière question. Les recherches que vous faites là à l'université, elles sont sponsorisées et c'est dans le cadre de l'État? C'est-à-dire que nous, moi, en tant que, c'est-à-dire doctorante,
je suis sponsorisée par mon laboratoire de recherche, c'est-à-dire c'est mon affiliation à ce laboratoire qui me donne, c'est-à-dire le budget de pouvoir, c'est-à-dire avancer ma recherche sur la paillasse. D'accord. Voilà. Bon, en tout cas, merci. Donc, merci oui. beaucoup, c'est très très clair. Merci pour En tout cas, moi aussi, ça m'a vraiment fait plaisir aussi d'être parmi vous. Et puis, restez parce que c'est pas fini, on a encore quelques... Non, je vais rester jusqu'à la fin. Voilà. Merci. Petite question. Merci beaucoup pour votre intervention. Là, on a avec nous le docteur, le professeur plutôt Avoni, et qui va se présenter et qui va nous parler un peu de son expérience en Côte d'Ivoire sur la recherche, la transmission, l'organisation des filières et éventuellement la réglementation en Côte d'Ivoire. Oui, bonsoir tout le monde. J'espère que vous m'entendez. On vous entend très bien. Bon, ok, d'accord. Oui, alors, moi, je suis d'abord enseignant en philosophie. Je suis un enseignant de philosophie et ce que je fais dans le domaine des plantes n'est pas du tout inscrit dans les facultés des UFR de biosciences ou de pharmacie à l'université. J'ai une démarche individuelle. J'ai appris la médecine traditionnelle par mes parents et je la développe moi-même à mon propre niveau. Donc, j'ai un laboratoire que j'appelle le laboratoire Avoni qui produit des phytomédicaments. Donc, ce n'est pas une recherche dans le cadre universitaire avec mon laboratoire. J'ai des collaborateurs privés, j'ai un phytochimiste, j'ai un toxicologue, ou quand j'ai besoin de connaissances sur mes plantes, de recherche sur mes plantes, je m'adresse à la faculté de pharmacie en tant que quelqu'un qui leur demande un service que je paye. Donc, les études qui sont faites par la faculté de pharmacie et par les laboratoires en Côte d'Ivoire sont des prestations de services de laboratoire à laboratoire. Mais dans le cadre général de la Côte d'Ivoire, il y a une réglementation, il y a une loi. La loi ivoirienne reconnaît la médecine traditionnelle et elle est réglementée. Donc, il y a une corporation de ce qu'on appelle les tradipraticiens. Au niveau du ministère de la Santé, il y a une direction de développement, de la promotion de la médecine traditionnelle qui est dirigée par un médecin. Donc, il y a une fédération des tradipraticiens qui regroupe la majorité des tradipraticiens de l'ensemble du pays. Ils sont recensés et reconnus par la loi, par l'État de Côte d'Ivoire. Voilà. Donc, là, au niveau qu'est-ce que nous faisons pour la transmission? La transmission, elle se fait d'abord prenons le cas de l'université. La faculté de biosciences en Côte d'Ivoire, il y a tout un programme. Les étudiants font des thèses, font des recherches sur les plantes médicinales. Il y a un important laboratoire de pharmacognosie de matières médicales, donc, où on étudie surtout les matières médicales, les trucs phytochimiques, enfin la composition des plantes. Et il y a des tests qui sont faits donc sur la composition phytochimique de ces plantes, des travaux qui sont faits sur les tests d'activité et sur les tests de toxicologie. C'est essentiellement ce qui est fait. Il y a quelques travaux sur la formulation galénique qui sont plus ou moins avancés, où des médicaments sortent. Donc, c'est essentiellement ce qui se fait à l'université en Côte d'Ivoire, la faculté de pharmacie, la faculté de biosciences. Il y a 2 universités à Abidjan. Il y a l'université Félix Houphouët-Boigny, où moi je suis au département de philosophie, à l'UFR des sciences de l'homme dans la société. Et il y a l'université Nangui à Brogua, qui est dans une autre partie de la ville, où il y a un très important aussi département de biosciences, où les études sur les plantes se font. Donc, c'est au sein de l'université d'abord que se fait cette transmission à des études de botanique qui sont faites. Il y a une filière de botanique en Côte d'Ivoire, et cette filière de botanique débouche sur l'étude des plantes médicinales également. Donc, c'est à l'intérieur de ces études sur les plantes médicinales que se font les travaux de recherche, de thèse, sur ce que je disais tout à l'heure, la phytochimie des plantes, les textes d'activité, et beaucoup de travaux sur la toxicité. Ça, c'est l'élément primordial, parce que les plantes, elles sont bonnes pour la santé, mais il y a aussi des plantes toxiques. Donc, l'étude de la toxicité des plantes est un élément très important, et c'est le reproche d'ailleurs que souvent la population, que certaines personnes, les personnes qui ne veulent pas voir développer cette médecine,
le reproche qu'on fait, d'où on ne connaît pas la toxicité de ces plantes, on ne connaît pas ce qui est dedans, on va donner ça à des gens, il y a peut-être des risques. Donc, l'étude de la toxicité, pardon, un élément très important. Il y a l'étude pharmacologique aussi qui est souvent menée. Ce sont ces différentes études-là qui sont faites dans les deux universités en Côte d'Ivoire. C'est à ce niveau que se fait, disons, une transmission, une connaissance pas de la médecine traditionnelle en tant que telle, mais des plantes médicinales qu'il y a en Côte d'Ivoire. Maintenant, la médecine traditionnelle elle-même, parce que je distingue le volet universitaire de cette recherche et le volet, j'allais dire, de base, où il y a des gens qui subissent une formation, qui suivent une formation. Ça peut durer 20 à 30 ans pour devenir un vrai praticien, te prendre depuis l'enfance jusqu'à ton âge adulte, jusqu'à 40 ans. C'est rare d'être praticien. En fait, dans la vraie tradition, il est rare d'être praticien reconnu avant 40 ans. Ça commence depuis tout petit. Il y a une formation qui peut durer au moins entre 20 et 30 ans. Ça, ce sont les praticiens auprès desquels les universitaires vont chercher des informations. Donc, à ce niveau-là, il y a aussi une transmission qui est organisée. Au niveau de la tradition même, il y a des écoles de médecine traditionnelle. Il y a des maîtres qui encadrent des apprenants auxquels ils transmettent leur savoir. Il y a dans l'est de la Côte d'Ivoire un endroit reconnu, c'est une université traditionnelle où il y a un enseignement, un véritable enseignement de la médecine traditionnelle et de toutes les, j'allais dire, le côté qui n'est pas, je veux dire, expérimentable. Il y a de la médico-magie, il y a tous ces aspects-là. Il y a des écoles pour ça en Côte d'Ivoire. Ce sont des écoles traditionnelles, ce ne sont pas des écoles reconnues et soutenues par l'État. Ce sont les religions et les pratiques culturelles locales qui développent ces lieux de transmission. Donc, il y a les lieux de transmission académiques et il y a les lieux de transmission traditionnels. Chaque lieu de transmission a son mode de fonctionnement, son mode d'organisation. Le problème, c'est que le mode de transmission, les espaces traditionnels, qui sont les véritables espaces de détention de ces savoirs, parce que l'étudiant qui fait une thèse en biosciences, qui va étudier, quelqu'un parlait tout à l'heure des plantes pour soigner la drépanocytose au Burkina, on retrouve ces mêmes plantes en Côte d'Ivoire. Moi-même, je travaille beaucoup avec les enfants, sur les enfants, mais je reçois beaucoup d'enfants drépanocytaires. La plante, le Calotropis procera, qui est utilisée au Burkina Faso, on la retrouve en Côte d'Ivoire, mais avec d'autres, il y a d'autres compositions. Donc, il y a ce savoir traditionnel de base là. L'étudiant qui fait ce travail, comme ce qui s'est fait à l'université au Burkina ou en Côte d'Ivoire, n'a pas la même démarche que celui de la tradition. Parce que dans la tradition, on ne va pas te parler de tri phytochimique, on ne va pas savoir quelle est la composition de la plante. Les dosages, évidemment, sont connus. La pharmacologie de ces plantes-là est connue. Mais ce sont des éléments qu'on va dire, bon, quand on fait un tri phytochimique, cette plante, quelle est sa composition, sa teneur en alcaloïdes, en polyphénol, en différentes substances que la science établit et par rapport à laquelle elle travaille. Donc, il y a besoin, j'allais dire, d'échange entre ces deux mondes-là. Le monde de ceux qui ont la connaissance traditionnelle et le monde de ceux qui viennent avec le laboratoire. Mon cabinet, le symbole, le logo de mon cabinet, c'est un canari, c'est des pots en terre avec un canari surplombé d'un microscope. Le microscope regarde dans le canari. La science moderne, donc, jette un regard sur cette science traditionnelle afin de la féconder. Il ne s'agit pas de faire une opposition entre la médecine traditionnelle et la science moderne, mais de voir comment la science moderne, je n'aime pas bien ces termes-là, mais on l'utilise faute de mieux, comment le microscope qu'est-ce que le microscope peut apporter pour un développement de ce savoir. Voici un peu en Côte d'Ivoire comment
ces choses se passent et c'est une très bonne collaboration entre acteurs de la médecine traditionnelle, comme on dit, et acteurs de la médecine conventionnelle et aussi les universités. Voici un peu en Côte d'Ivoire comment tout cela est encadré. Malheureusement, il faut dire que l'État n'investit pas l'État n'investit que dans l'université. Les lieux traditionnels de transmission de ces savoirs-là ne reçoivent aucune subvention de l'État. Ça, c'est ce que personnellement je déplore parce que ces écoles gagneraient à être soutenues. Voilà, c'est la contribution que je voulais apporter à votre réunion ce soir. Merci beaucoup, professeur Avouni. C'était assez instructif et c'est quand même un tour d'horizon assez complet de ce qui s'est fait en Côte d'Ivoire et c'est vraiment une très, très belle contribution. Je ne sais pas si le docteur Karl voudrait rajouter quelque chose sur la partie promotion, reconnaissance et réglementation et engagement de l'État. Ok, merci beaucoup. Tout d'abord, je tiens à remercier les prédécesseurs parce que les différents apports ont enrichi les discussions. J'aimerais rajouter que aujourd'hui, nous demandons beaucoup de choses à nos États. Et on se rend compte que nos États même sont endettés. Et vous vous rendez compte que dans le cadre de la lutte contre la pandémie du coronavirus, il a fallu mener des actions au niveau international pour décaler le paiement de la dette de nos États afin que les montants puissent être alloués à la lutte contre la pandémie du coronavirus. Je pense qu'il faudrait une approche public-privé dans le financement de la médecine traditionnelle, de la pharmacopée traditionnelle. Si nous sommes tous d'accord que nous devons trouver une solution locale, une solution nationale, une solution continentale pour notre réalité, il ne faudrait plus désormais que nous espérons de l'État, que l'État prenne la mesure des choses. Bien sûr que l'État fait des efforts, l'État continue à fournir des efforts. Mais la réalité économique au niveau continental et au niveau international nous amènera désormais à orienter nos interventions, nos actions sur un partenariat public-privé. Qu'est-ce que je veux dire concrètement? L'exemple du professeur Avouni est un exemple clair du partenariat public-privé pour pouvoir aboutir à des plantes traditionnelles améliorées qui puissent être commercialisées. C'est-à-dire que le professeur Avouni collabore avec la faculté de pharmacie pour pouvoir utiliser tout le rationnel exigé par le processus de recherche qui devra aboutir à une demande d'autorisation de mise sur le marché avec la connaissance traditionnelle acquise à travers un passage de témoin familial. Outre cela, nous, jeunes investisseurs qui avions un amont et qui avons un amont pour l'Afrique, nous devons désormais penser à investir dans ce domaine-là. Investir de façon à ce que nous puissions faire les choses de manière rationnelle et que personne ne vienne toiser ou contredire ou porter des jugements sur tout produit que nous aurons identifié comme capable de vertus thérapeutiques à l'endroit d'une pathologie quelconque. Je n'irai pas plus loin parce que l'actualité en est témoin et vous avez déjà une petite idée de vers là où je veux en venir. Si il appartient à l'Afrique de trouver un médicament contre le coronavirus pour les Africains, nous pouvons le faire. Mais pour que nous puissions le faire, il faudrait que nous prenions nos responsabilités. Nous, en tant que pharmaciens,
nous, en tant que chercheurs, nous, en tant qu'acteurs qui intervenons en appui au développement du système de santé, mais aussi nous, en tant qu'Africains, en tant qu'investisseurs, en tant que fils du continent, comment nous pouvons faire pour garantir la transmission, pour garantir la reconnaissance de ce corps et surtout, je l'ai dit tout à l'heure, mais je continue à le dire, tant que nous n'aurons pas donné une forme académique à ce transfert de témoins, nous allons perdre parce que tout ce qui est transmis oralement n'est pas conservé à 100%, alors que tout ce qui est tracé, que ce soit par les moyens de digitalisation dont vous parlez ou par tout autre moyen académique, restera. Nous devons y penser, nous devons investir toutes nos énergies là-dedans et vous verrez que nos décideurs vont nous suivre. Et pensez à l'Asie, pensez à tous ces pays, pensez à la Malaisie, pensez à tous ces pays qui n'ont pas attendu leur État, mais qui sont aujourd'hui classés comme étant des pays développés ou en tout cas en meilleures conditions que nous, tout simplement parce qu'il y a eu des investisseurs privés. Merci beaucoup, docteur. Et ça rejoint un peu notre point de vue pour la création de ce talk. On pense aussi qu'on peut faire des évolutions incrémentales, qu'on n'est pas obligé d'attendre une solution globale, une solution idéale pour pouvoir avancer. C'est le but de cette initiative. Donc, ce qu'on peut faire, en tout cas, une des idées que nous avons aujourd'hui en vous entendre là, c'est de trouver la solution, enfin, c'est de trouver des initiatives qui soient réalistes, qu'on peut tout de suite faire, qu'on peut tout de suite mettre en œuvre. Nous, on a pensé que une des premières choses à faire pour la transmission, c'est de penser quelque chose comme la digitalisation des savoirs pour récupérer, par exemple, s'il veut bien, une partie des études qui sont faites par le professeur Aboni pour la promouvoir, d'abord pour la mettre à disposition, la promouvoir, la protéger et bien dire que cette connaissance-là, elle provient des terroirs, mais elle provient, c'est une connaissance qui est reconnue, qui a fait ses preuves. Et donc, c'est dans ce cadre-là que nous, on fait ce programme-là. Donc, l'intérêt aujourd'hui, là, c'est qu'on a essayé de cerner le problème, de dégager des pistes de solutions. Maintenant, il nous faudra réduire un peu nos scopes pour choisir que les solutions que nous, ici, de façon privée, avec tous les acteurs qui sont là, avec le professeur, avec tout le monde, avec Mme Bentoa et tout le monde, c'est qu'on peut faire, nous, qu'est-ce que nous, on peut faire tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire de réaliste? Est-ce que quelqu'un veut prendre la parole? Si moi, j'avais une idée, on a pensé à un fonds qui est digitalisé et à un fonds documentaire qui est digitalisé pour déjà aller dans ton sens, essayer de collecter tous les instants, de le mettre à disposition et surtout de le sécuriser pour pas qu'il se perde et continuer à essayer de capter un maximum d'informations, des savoirs à garder. Donc, nous, on propose une initiative, il y en a plein, c'est une initiative qui est proposée de digitaliser ce qu'il y a et de promouvoir les études ou les cas qui ont fait leurs preuves, comme ce que fait le professeur Aboni en Côte d'Ivoire. C'est une initiative. Est-ce qu'il y en a d'autres? Parce qu'à la fin, il faudrait qu'on tous ensemble, on soutienne une ou deux initiatives pour pouvoir l'amener à son terme, pour éviter que ça soit juste une discussion. Qu'est-ce que vous pensez? Moi, je pense que ce premier pas, il est essentiel en fait. Parce que d'après tout ce que j'ai entendu, les discussions sont vraiment riches et très intéressantes. Et moi, d'après ce que je vois, en fait, il faut qu'il y ait la médecine traditionnelle passe justement de ce cadre mystique à un cadre scientifique. Nous sommes obligés de passer par là. On ne peut pas se résoudre à dire que c'est du mysticisme et qu'on n'en connaît pas le fond du fond. Pour qu'elle soit vulgarisée, pour que les gens adhèrent,
il faut que ce soit des choses connues. Et justement, par la digitalisation, par le fait de faire des registres, les gens vont connaître, il y aura un écrit non seulement pour la transmission, mais également aussi pour que les gens consultent et aient plus confiance que ce soit quelque chose qui est fait et dont ils ne... Parce qu'actuellement, dans le monde d'aujourd'hui, le savoir, on le clique sur Google, quel que soit où est-ce qu'on soit dans le monde. Donc, les gens, ils ont besoin d'avoir de la visibilité. Ce n'est pas parce qu'on est dans un coin reculé en Afrique qu'on ne veut pas une visibilité. Et quand on veut se soigner, quand on veut prendre un médicament, que ce soit traditionnel ou que ce soit européen, les gens veulent de la visibilité. Ils veulent avoir des écrits, ils veulent avoir quelque chose qui est écrit, qui donne ce que contient, par exemple, cette plante, quelles sont ses vertus. Donc, je pense que le fait déjà de faire des registres, de digitaliser tout ce savoir, de l'enrichir tous les jours, c'est une étape essentielle à mon avis. Et ça permettra aussi également non seulement de donner de la visibilité pour les populations, mais également pour les politiques. Parce qu'effectivement, moi, je suis d'accord avec Dr Karl, il ne faut pas qu'on attende tout de l'État. Il faut qu'on commence à faire certaines choses et même pour venir vers des partenaires privés, il faut qu'on montre qu'au départ, nous avons déjà travaillé sur une certaine base, qu'on ne vient pas les mains vides et qu'à partir d'un certain socle, nous avons une vision pour autre chose. Je pense que c'est par rapport à un projet de ce genre que certaines personnes, que ce soit dans le privé ou le public, voudront s'associer et nous aider à monter certains projets. La deuxième chose que je pense qui est essentielle, c'est effectivement le partenariat avec les universités parce que il faut qu'il y ait de l'expérimentation, il faut qu'il y ait des essais cliniques, c'est essentiel. Il faut qu'on sache qu'est-ce qui est toxique, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui marche à quelle dose. Je pense que c'est essentiel. Donc, il faudrait que ça passe également par nos universités, par nos écoles de biologie, pour voir comment, dans quelle mesure, on peut intégrer des personnes qui font justement de la qui travaillent les plantes, qui sont des guérisseurs ou des praticiens, ou à partir des plantes qu'on aurait recensées, voir dans quelle mesure, en approchant les différentes universités, en approchant les différents départements, on pourrait commencer à travailler sur des analyses, sur certaines plantes, pour déjà commencer à avoir une base de données sur la toxicologie, l'allergologie, la posologie. Est-ce qu'effectivement c'est la racine, les feuilles ou la tige? Est-ce que la racine est toxique, mais les feuilles sont utiles? Tout cela, il faut que c'est une base scientifique. Et je pense que ce sera un plus par rapport au registre pour pouvoir également nous faire aider pour promouvoir cette pharmacopée pour plus tard. Et la troisième chose que j'aimerais souligner, c'est qu'on ne réinvente pas la roue. Ces choses-là, elles ont déjà été faites dans certains pays. Je pense notamment à la Chine, qui a une médecine traditionnelle fortement développée. Pourquoi ne pas voir leur modèle? Comment ont-ils fait? Quel a été leur parcours dès le départ? Parce que la médecine traditionnelle chinoise, il y a également du mysticisme dedans. Ils ont pu à un moment séparer ce qui est médical de ce qui est mystique. Bien qu'il y ait des personnes, même comme en Europe ou partout dans le monde, où les gens ont recours à du mysticisme associé à la médecine européenne, à ce qu'on peut dire. Cela est du libre arbitre de tout un chacun. Mais si on veut s'inscrire dans une démarche scientifique, il y a un moment, il faudrait qu'on se détache de ce cadre-là et je pense que sûrement la Chine a dû, à un moment de son développement, faire cette étape-là. Je pense qu'il est intéressant de s'intéresser à ce modèle, voir les praticiens chinois, comment ils ont fait, parce que la médecine chinoise, je crois qu'elle est reconnue par l'Organisation mondiale de la santé comme une médecine qui est, je ne sais pas si elle est complémentaire ou alternative. Parce qu'en Europe, ici, il y a ce qu'on appelle aussi l'homéothérapie, qui se vend dans les pharmacies, qui est à base de plantes, qui est financée par de grands laboratoires. Donc, ils utilisent aussi des plantes. Il y a des personnes qui ne jurent que par les plantes et qui n'utilisent jamais les médicaments qu'on vend en pharmacie. Il y a des structures. Pourquoi ne pas aller voir comment les choses se passent, même si tout de suite, on ne pourra pas venir à une grande échelle comme ce qu'il y a actuellement, mais voir quels ont été les débuts pour pouvoir nous aussi
pas calquer, mais voir ce qui se passe ailleurs pour pouvoir voir comment l'adapter avec nos réalités et culturelles et économiques, et pouvoir créer des partenariats, notamment peut-être africains, asiatiques, pour voir dans quelle mesure ils ne pourront pas nous aider à développer, nous aussi, une certaine pharmacopée dans nos États. Voilà, je pense Merci beaucoup, Dr. Serritio, et merci, c'est une intervention assez intéressante. Comme il commence à se faire tard, je vais quand même poser une petite question au professeur Avoni. La question, c'est que, comme nous tous, on se dit qu'il faudra sauvegarder, qu'il faudra digitaliser, voire faire un répertoire. Est-ce que vous, dans vos études que vous faites là, est-ce que vous êtes prêt à le mettre à disposition du public pour que les gens puissent le voir? Non. Ça ne vous dérange pas de partager? Non, je ne partage pas. C'est pourquoi je n'ai pas écrit. Je n'ai rien écrit. Bon, je suis un universitaire, je fais des publications, mais sur la médecine traditionnelle, non. Ce savoir, il y a un cadre de transmission. C'est un savoir à part entière qui va à égalité avec ce qui se fait dans les universités. Quand je vais voir les toxicologues pour demander l'étude sur telle plante, quand je demande aux phytochimistes de me produire une étude analytique sur telle plante, c'est en tant que quelqu'un qui a une science, qui a sa valeur, qui va s'adresser à une autre science. Il n'y a pas une moindre science que la tradition, comme on dit pharmacopée, avec un regard un peu de haut, qui va vers la science pour se faire reconnaître. Ça, je ne suis pas du tout d'accord avec cette façon de voir notre médecine. Ce sont deux médecines d'égale valeur. D'égale valeur, quelquefois même, j'ai tendance à croire que la valeur est de notre côté à nous, en tout cas de moi, de mon côté, en tant qu'Africain. Je pense que c'est ce que disait le docteur Serritio, c'est que la médecine traditionnelle doit être reconnue à sa juste valeur et doit être reconnue à part entière. Elle n'est pas en soutien d'eux, mais elle est tout entière, un peu comme on reconnaît comme je disais, la médecine chinoise ou toute autre médecine. Elle doit avoir ses lettres de noblesse comme la médecine conventionnelle. Notre médecine est dans la même position que nous. Nous sommes un peuple, un continent dominé. Nous sommes dominés de part en part. Tout ce que nous avons, nos savoirs, notre culture, nos arts sont dominés. Pourquoi, comment la Chine a fait reconnaître sa médecine? Ce n'est pas parce que, par des études scientifiques, comme ça, du coup, on n'a pas établi les méridiens. Il n'y a aucune étude rationnelle qui a établi les lignes de méridien. Pourquoi on reconnaît l'acupuncture? C'est la puissance économique de la Chine qui a imposé sa médecine. La Chine, par son argent, est entrée à l'OMS et a fait reconnaître cette herbe-là. L'artémisia, nous en avons en Afrique. Pourquoi c'est l'artémisia chinoise qui est reconnue? Le kungaoshu des Chinois, pourquoi c'est ce qui est reconnu? C'est la puissance économique de la Chine. Tant que nos États seront des États esclaves, notre médecine et nous-mêmes, nous serons dans cette position d'infériorité. On parle de l'Asie et par rapport à l'État. Mais oui, en Asie, ils ont mis des fonds. Les États ont mis des fonds. Vous savez ce que c'est que l'accumulation primitive du capital? Qui a l'argent aujourd'hui en Afrique pour financer un laboratoire, un vrai laboratoire? Moi, je veux bien. Mais dites-vous, en Côte d'Ivoire, pour faire seulement l'étude d'une simple plante, c'est que je fais pour faire l'étude d'un médicament pour les hémorroïdes, par exemple. Il faut au moins 3 millions de CFA pour passer de la phytochimie au texte d'activité, au texte de toxicité, au texte de stabilité. Il faut au moins 3 millions de CFA. Ça peut-être, vous êtes en Europe, ça ne représente peut-être pas grand-chose. Mais le traduit praticien qui va venir du fin fond de la brousse de Côte d'Ivoire, qui a son savoir, où voulez-vous qu'il trouve cette somme-là pour avoir une autorisation de mise sur le marché? Si l'État ne met pas en place des fonds, en Asie, ce qui a été fait, justement, quand on prend l'exemple de l'Asie, il faut dire que les pouvoirs publics ont suscité des fonds
avant que les privés, des personnes privées ne puissent émerger. On connaît tous comment ça se fait. Le processus, je ne vais pas faire ici, je n'ai pas la compétence de faire un cours d'économie. Mais il ne faut pas qu'on dise que, oui, des privés. S'il y a des privés africains, si au lieu d'enfermer l'argent dans des briques et de construire des cités, d'avoir des patrimoines immobiliers uniquement, si ceux qui ont l'argent dans nos pays investissaient dans les laboratoires pharmaceutiques, pour savoir que c'est aussi des lieux où ils peuvent gagner de l'argent, créer des emplois. Pour produire un seul remède, par exemple, je prends le cas, par exemple, de l'infertilité masculine, comment produire des spermatozoïdes dans 2 semaines. Si quelqu'un investissait dans ce domaine-là, vous savez le nombre de personnes que ça ferait travailler depuis la récolte, sans même faire des plantations de plantes médicinales, qui serait un très bon projet. Depuis la récolte jusqu'à la transformation, ça fait travailler au moins une vingtaine de personnes. Donc, ceux qui veulent gagner de l'argent, il faut leur dire qu'il y a des façons plus intelligentes de gagner de l'argent que de construire des immeubles de 80 étages. C'est ça aussi le problème. Où va l'argent des privés africains? Où sont nos capitaines d'industrie? Ce sont ceux-là, ceux qui veulent gagner de l'argent. Moi, je suis d'accord pour ceux qui veulent gagner de l'argent, qui cherchent à gagner de l'argent, c'est une bonne chose. Mais comment gagne-t-on de l'argent? En construisant des immeubles, donc on enferme l'argent dans des briques. C'est ça aussi le problème. Et donc, je reviens à la question que vous posez. Est-ce qu'on doit vous parler de digitalisation? Mais c'est un savoir. On ne peut pas prendre les Africains pour les messieurs Jourdain de la médecine. Il n'y a pas de savoir sans propriété intellectuelle. Et ces plantes-là, moi, je ne suis pas prêt à livrer une seule plante. Il y a des plantes qui, dans notre culture, il y a des plantes que tout le monde peut connaître. Il y a un savoir populaire. Par exemple, des plantes comme l'Ocimum gratissimum qu'on met dans la narine quand on a un petit refroidissement. Toutes les plantes qui servent à soigner les bébés sont dans le domaine de la gratuité. Parce que les enfants, dans la tradition africaine, celle que moi j'ai connue, les enfants sont le bien de tout le monde. Donc, une plante pour soigner un bébé, on peut la montrer aux femmes. Les mamans sont d'ailleurs des bonnes herboristes, parce qu'une mère de famille doit savoir donner les premiers soins à son enfant, avant que si c'est grave d'aller voir un professionnel. Donc, il y a des niveaux de plantes qui sont comment dire, qu'on peut mettre à la portée, qui sont jetables dans le domaine public. Mais un traitement de l'épilepsie, je suis désolé, tu ne vas pas trouver ça dans le domaine public. Un traitement de la folie, tu ne vas pas trouver ça dans le domaine public. Un traitement de l'hépatite virale, tu ne trouves pas ça dans le domaine public. Un traitement pour produire des spermatozoïdes, pour faire des enfants, pour déboucher des trompes, ou soigner des kystes des ovaires. Non, ma femme, je ne donnerai pas ça. Je dis c'est breveté par les génies. Quand je dis ça en Côte d'Ivoire, ça me rit au nez, mais c'est ma façon de dire que je ne peux pas les donner. Une recette pour traiter le VIH-Sida, on m'a posé la question, on a fait des présentations devant la ministre de la Santé à l'époque, on m'a demandé la recette, je leur dis c'est breveté par les génies. Parce que dans la tradition, il y a une chose, il y a des savoirs qu'on peut mettre à la disposition de tout le monde, et il y a des savoirs auxquels tout le monde ne doit pas avoir accès. Parce que ces plantes, elles peuvent aussi faire d'énormes dégâts. Elle parlait tout à l'heure d'une plante, savoir qu'est-ce que ce sont les racines, ce sont les feuilles. Une plante comme le Calotropis procera, qu'on utilise traditionnellement pour cailler le lait. La sève sert à cailler le lait. On fait du fromage traditionnel avec. Donc, elle est comestible. Si une goutte de cette sève-là, quand vous êtes en train de cueillir les feuilles, ces mêmes feuilles-là, on les prépare pour boire, on donne aux enfants, on met un peu de beurre de karité et ça soigne la toux. C'est un très bon antitussif. Mais si par malheur pour vous, une goutte de cette sève vous tombe dans les yeux, vous devenez irrémédiablement aveugle. Mais le tradit praticien, il connaît tout ça. Il n'a pas besoin de l'université pour savoir. Il n'a pas besoin de professeur d'université pour valider ça. Il le sait. Ce monsieur qui faisait des études, paix à son âme, un professeur ici en Côte d'Ivoire, qui était très célèbre pour ses études sur les serpents, sur les venins. Quand il soutenait sa thèse d'État, il a invité des tradis praticiens de son village qui étaient très surpris de voir qu'on faisait tout un tas comme ça, de toute cette cérémonie autour d'une plante pour lutter contre les venins. Mais ça, au village, on n'avait pas besoin de faire toutes ces démonstrations. Donc, vous savez, je disais à mes étudiants que si dans nos traditions, lui, personne ne serait jamais reconnu comme un grand savant. Parce que c'est une aberration de mettre, mon père disait, mais enfin, quand on parlait de vaccins, on peut dire, mais
c'est le blanc bête là qui dit qu'il faut mettre médicament, il faut mettre maladie dans le corps de quelqu'un sous prétexte de le soigner. La vaccination est une aberration. Inoculer une maladie à quelqu'un, dans nos traditions, c'est une aberration. Il y a d'autres façons de prévenir la maladie. Par exemple, contre les venins, il y a des scarifications, on te fait des scarifications au niveau de tes pieds et on introduit la substance. Le serpent qui sent ton odeur s'enfuit. On ne te vaccine pas contre le venin en t'injectant du venin à édulcorer, mais on t'en empêche le serpent, l'agent qui va venir te mordre. Donc, vous voyez, il y a différentes façons de penser. Et les nôtres doivent être reconnus comme tels. Et donc, je conclus, il y a des savoirs, il y a des connaissances qu'on peut mettre à la disposition du public, il y a des connaissances qu'on ne peut pas. Il y a une autre plante qui est utilisée par voie colorectale, on fait des lavements. Mais cette plante est mortelle par voie vaginale. Vous voyez? C'est des choses comme ça que les traditions connaissent. Nous connaissons la pharmacologie de nos plantes, nous connaissons les dosages. Si nous ne faisons pas attention à ces questions de dosage, c'est parce que les plantes que nous utilisons, pour la plupart, 90% sont des plantes totalement atoxiques. La médecine occidentale est obligée de marcher sur des œufs parce qu'ils synthétisent des substances, ce que vous appelez les principes actifs, sont extraits de leur contexte. La plante fonctionne collégialement. Aucune plante ne synthétise une seule substance. Il y en a 10, il y en a 15, il y en a 20. Une plante comme le revolver synthétise près de 100 substances. Mais elles travaillent ensemble. Il y a des contre-pouvoirs. Donc, quand vous enlevez ce principe actif-là, quand vous l'isolez, mais il va faire des dégâts dans le corps. C'est pourquoi la médecine occidentale est si invasive et a tant d'effets secondaires. Parce que les contre-pouvoirs n'existent plus. Tout pouvoir corrompant et tout pouvoir absolu corrompant absolument. La substance que vous appelez substance active, vous êtes obligé de la surveiller au milligramme près. Si nous ne pesons pas les plantes, ce n'est pas parce que nous ne savons pas peser, nous savions peser l'or. Nous sommes les premiers sur la Terre à extraire des métaux, à peser l'or. Si nous ne prenons pas toutes ces précautions autour de notre médecine, et surtout des plantes pour soigner les enfants, c'est parce que ce sont des substances généralement très, très, très peu toxiques. Et celles qui peuvent avoir de la toxicité, on sait à quelle quantité il faut les administrer et on connaît les antidotes. Quand tu prends une substance, on dit quand tu as tel effet, par exemple une femme qui a des problèmes de menstrues, on appelle, les médecins parlent d'hydrorrhée, il y a des écoulements, on donne cette substance à la femme, elle va vraiment comme si elle perdait les os, elle devient faible, on sait ce qu'elle doit manger après ça. Donc tout ça c'est connu. Ce que je veux dire, je plaide pour qu'on reconnaisse cette médecine comme une médecine, une science à part entière qui... Si on dit aujourd'hui, comme parce que c'est l'Occident qui a le monopole, qui a les critères, d'accord, mais nous n'avons pas le pouvoir. Parce que nous n'avons pas le pouvoir, nous sommes obligés de nous soumettre à ceux qui ont le pouvoir de nous donner une autorisation de mise sur le marché. Donc, on te dit qu'il faut faire un tri phytochimique, il faut faire un test de toxicité, il faut faire un test de tolérance biologique, il faut faire ceci, il faut faire cela. Tu t'y soumets. Mais avant, quand nous étions autonomes, des pays autonomes qui n'étaient pas sous domination, c'est nous qui aurons dû demander aux Blancs, aux Européens, de se soumettre à nos critères. À quel moment tu as fabriqué tes substances? Parce que les plantes, on ne les récolte pas à n'importe quel moment de la journée. Il y a des plantes qu'il faut récolter, il y a des parties qu'on récolte à l'est, quand il est 9 heures, quand les rayons du soleil sont perpendiculaires, et l'après-midi, ce n'est pas du mysticisme, cher ami. Parce qu'à 9 heures, quand les rayons sont perpendiculaires, les ultraviolets travaillent sur cette partie de la plante-là et la plante synthétise des substances. À 15 heures, les rayons à l'ouest sont perpendiculaires, la plante synthétise d'autres substances. Donc, quelqu'un qui ne connaît pas ça, il va dire que c'est du mysticisme. Non, l'Afrique n'est pas mystique. C'est parce que les connaissances scientifiques par lesquelles nos parents ont fonctionné, ces connaissances ne sont pas élucidées à ce jour. Vous savez, il y a des plantes pour savoir si un patient va vivre ou pas. On le met au milieu de son crâne. S'il ne sent pas le goût dans la bouche, dans 3 jours, il va mourir. Ce n'est pas la peine de faire des médications. Donc, il y a toutes ces choses-là. Donc, c'est pourquoi je dis les lieux de ces transmissions-là doivent être entourés par une garantie de l'État.
Maintenant, c'est des espaces privés, ce sont des écoles. Pourquoi on finance des universités et ne pas financer ces lieux-là, qui sont des lieux de transmission de savoir, le partenariat privé-public? Bon, je vais bien. Donc, vous voyez, c'est tout ça qu'il faut voir. Donc, moi, je lance un appel à tous ceux qui veulent gagner de l'argent. Il y a de l'argent à gagner dans la santé et dans une santé qui nous préserve la vie. Voilà. Je suis un peu passionné. Je suis désolé de garder la parole si longtemps. Je me tais. C'est aussi pour ça qu'on est là, pour que chacun puisse exprimer son point de vue. On n'est pas. Il y a beaucoup de sujets sur lesquels on est complètement aligné. Il y a d'autres sujets sur lesquels on a des divergences, mais au fond, on parle toujours de la même chose et on a tous les mêmes intérêts. Donc, c'est très, très bien que vous avez pu exprimer. Et encore à nouveau, de façon personnelle, je pense que la médecine, en tout cas médicinale, elle a toute sa place. Et là, il faudrait, je ne sais pas encore quelle action il faut mener, mais il faudrait absolument qu'elle soit reconnue. Pour essayer de conclure, parce que ça commence à faire beaucoup. Dans le cadre de cette session-là, je rappelle simplement qu'il y a une nouvelle session demain, et dans la session de demain, il s'agit de trouver le modèle le plus réaliste qu'on peut réaliser maintenant. C'est-à-dire, je reprends ce que je disais, je pense qu'on peut faire des évolutions incrémentales, c'est-à-dire étape par étape. C'est vrai que si tout de suite on va demander directement à l'État, je pense que il y a peut-être cette démarche à faire, mais elle sera beaucoup plus difficile et les victoires seront très, très éloignées. Donc, l'idée, c'est de pouvoir trouver, moi, je pense que sur la partie digitalisation, c'est entendu, hein, professeur Avni, qu'il y a des parties que vous pouvez rendre publiques et d'autres parties qui vous sont très chères et que vous le gardez, et que je pense que c'est aussi du respect, c'est aussi respecter les gens que d'accepter un certain nombre de choses dans ce sens-là. Donc, je ne sais pas si Dr Karl voulait juste intervenir pour qu'on conclue. Merci. En fait, bon, il y a beaucoup de choses à dire. Aussi, pour une meilleure compréhension des choses et, par exemple, de l'intervention du professeur Avni, il y a un certain nombre de notions que il aurait fallu un peu plus de temps pour les détailler, de façon à ce que tout le monde puisse être sur la même longueur d'onde et comprendre ce qu'il est en train de dire. Vous savez, par exemple, ce que le professeur dit tout simplement, en Occident, les médicaments, quand ils sont découverts et qu'on les met sur le marché, il y a le brevet qui les couvre pendant 20 ans. Vous savez, ils ont le monopole. Ils ont le monopole et donc on n'a pas le droit d'en produire des génériques tant que ce n'est pas tombé dans le domaine public. Donc, ce qui veut dire qu'ils ont énormément le temps d'engranger des bénéfices et au moment où ça tombe dans le domaine public, eux-mêmes, ils ont la possibilité aussi d'en produire des génériques, vous voyez. Donc, on ne peut pas aujourd'hui, effectivement, demander aux tradipraticiens c'est un peu comme si on leur demandait de mettre dans le domaine public des découvertes récentes. Vous voyez, si on fait l'analogie sur la pharmacie en l'état et la production pharmaceutique telle qu'on connaît à l'échelle mondiale. Toujours est-il qu'il y a un certain nombre de plantes qui sont, entre guillemets, si on peut emprunter l'expression, tombées dans le domaine public et qui sont, par exemple, publiées. Vous avez, par exemple, des publications, la pharmacopée africaine de Raphaël Eclou, qu'on peut trouver à la FNAC ou ailleurs. Il y a le volume 1, il y a le volume 2, et il y a plein de monographies. La monographie, en fait, décrit l'ensemble des propriétés d'une molécule qui est responsable de l'activité thérapeutique de la plante, vous voyez. Donc, c'est un peu complexe, c'est-à-dire que ce n'est pas un sujet qu'on peut ramasser en 2-3 temps, mais cette monographie
permet finalement d'avoir un livre référentiel commun, que je sois au Gabon ou que je sois au Nigeria ou quel que soit là où je suis. Si je prends la monographie du principe actif qui est responsable de l'activité thérapeutique, on parle le même langage. Si je prends la monographie de la plante ou bien de la feuille qui est responsable de l'activité thérapeutique, on parle le même langage. Donc, l'idée aussi, c'est d'en arriver à là, c'est-à-dire que les produits qui sont dans le domaine public, entre guillemets, pouvoir avoir une monographie pour pouvoir standardiser. Je pense qu'on pourra peut-être rentrer un peu plus dans les détails demain, vu que c'est quand même un processus interactif et qui prendra du temps pour la compréhension, mais aussi qui nécessitera du temps pour la proposition de solutions idoines et adéquates pour l'atteinte d'un objectif que, rappelons-nous, reste un objectif commun, la valorisation de la pharmacopée traditionnelle, la médecine traditionnelle. Voilà, merci. Merci beaucoup, docteur. Et je pense que c'est c'est bien compris. Effectivement, il faut se rappeler que l'idée, c'est de valoriser. Et peut-être pour aller dans le sens du professeur Avoni, valoriser et protéger. Effectivement, on n'a pas encore tous les brevets qui permettraient de garantir tous les investissements et tout le temps qu'il a passé pour trouver ce qu'il a trouvé et tout le temps qu'il a travaillé pour la transmission. Cependant, c'est aussi une piste de travail qu'il faut pouvoir aller plus loin, parce que c'est pour ça qu'on a parlé de pourquoi les acteurs publics n'interviennent pas et pourquoi d'autres acteurs n'interviennent pas. Moi, je suis entrepreneur et j'ai entendu ce qu'a dit le professeur Avni. Il dit qu'il y a des opportunités et je pense que souvent en Afrique, il faut aussi qu'on parte sur ce terrain-là parce que quand on va créer, quand il y a des opportunités qu'on investit pour mettre en valeur un environnement économique, les impacts socio-économiques sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus durables que les prêts, que les éléments qu'on a l'habitude de nous donner. Donc, du coup, je pense qu'il y a quelque chose, c'est quelque chose à mettre en valeur pour que peut-être c'est aussi un moyen, on parlait de moyens de financement, ben, c'est un moyen que les privés puissent le faire. Professeur Avoni, si on arrive à bien le mettre en valeur, il n'y aura pas que les Africains qui vont investir parce que le capital a ceci de commun, c'est que tout le monde cherche, comme vous l'avez dit, à avoir des intérêts et de l'argent. Et donc, il pourrait, si les intérêts des gens sont bien compris et qu'ils vont dans ce sens-là, il y a des moyens pour que cela soit investi. J'ai d'abord vous remercier tout le monde, chaleureusement. Et vraiment, c'était très long, mais c'était très, très, très instructif. Merci au professeur Avoni, merci au docteur Seriti. Merci au docteur Karl et merci à Madame Fofana, merci à il y a d'autres qui étaient là et qui sont partis. Et franchement, ça a été très, très instructif. Parce que je vous donne rendez-vous demain à 21h pour 21h de Paris pour continuer la discussion. Et le thème, ça sera de prendre comment est-ce qu'on peut protéger, comment est-ce qu'on peut créer un répertoire ou comment est-ce qu'on peut mettre toutes les connaissances en commun, bien sûr en respectant ce que disait le professeur Avoni tout à l'heure. Et donc, c'est un peu ça que nous allons faire demain. Donc, ce qu'on va faire, on va faire un petit résumé. On vous enverra, comme d'habitude, un lien de contribution pour aller plus loin, pour développer les idées que vous avez développées. Je crois que tout se renseigne dans la transmission, mais la transmission pour sauvegarder, et puis d'autres sujets que vous avez fait. Donc, on va garder que 2 thèmes, transmission et digitalisation. On peut le changer autrement. Et puis, promotion, reconnaissance.
Je ne sais pas s'il y a d'autres termes, parce que tous les autres, ces deux-là regroupent pas mal qui reprennent un peu tout. Et l'idée, c'est de pouvoir développer, pouvoir trouver maintenant partie de la solution pour commencer à dégager des initiatives qu'on peut mettre en place de façon concrète et réaliste. Voilà, nous arrivons au thème de cette très, très longue conférence et je remercie tous les intervenants et tous ceux qui sont sur Facebook Live, qui nous regardent aussi. Likez et continuez la discussion. Merci beaucoup et à très, très, très bientôt. Et c'est Merci. très intéressant. Merci. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci, salut, bonne soirée.